J'espère sincèrement que tout roule pour vous. On croise les doigts pour que votre santé soit au beau fixe. Quant à Abd, tous les regards étaient braqués sur Johannesburg où il avait annoncé, avec tambour et trompette, sa participation au tout premier sommet du G20 tenu sur le sol africain. C'était fin septembre 2025, souvenez-vous. Oui, vous avez bien entendu, pour la première fois de son histoire, le très sélect club des 20 plus grosses puissances économiques de la planète posait ses valises en Afrique. C'est historique et le rendez-vous tant attendu, c'est maintenant, en ce moment même, entre les 22 et 23 novembre 2025. Johannesburg Métropole sud-africaine a donc l'honneur d'ouvrir le bal. Le sommet a bel et bien débuté aujourd'hui le 22, une première retentissante pour le continent africain qui accueille enfin les travaux du G20 sur ses terres. L'événement avait des allures d'histoire en marche pour la toute première fois. L'Union africaine ne se contente plus d'observer depuis les gradins. Non, cette fois, elle entre sur la scène du G20 en tant que membre à part entière avec badge permanent et tout le tralala. Une grande première pour le continent et justement, Johannesburg Théâtre de cette édition exceptionnelle attendait un acteur clé, Abdelmadjid Tebboune. Tous les projecteurs étaient tournés vers lui. Il devait venir. Devait. Mais faisons une petite pause culture G20. C'est quoi ce club ultra select? C'est simple, vous prenez les 7 boss de la planète, ceux du G7, genre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Japon, le Canada, l'Allemagne et l'Italie. Vous y ajoutez les poids lourds émergents du BRICS, comme le Brésil, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud. Et vous garnissez le tout avec d'autres grosses pointures comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Argentine, l'Australie, la Corée du Sud, le Mexique et l'Indonésie. Résultat, 20 économies qui brassent l'essentiel de la richesse mondiale. Voilà pourquoi quand le G20 parle, le monde écoute. Mais attention, le G20 ne se limite pas à ses 20 membres titulaires. Non, non. À côté du casting principal, il y a les rôles secondaires mais bien visibles des pays partenaires comme l'Espagne par exemple qui a son petit fauteuil réservé à chaque édition en mode invité VIP permanent. Et puis il y a tout le gratin des grandes institutions internationales. Vous savez, ces mastodontes qu'on ne présente plus FMI, Banque mondiale, ONU, OCDE, OMC, sans oublier le très sérieux Conseil de stabilité financière. Bref, quand on vous dit que le G20, ce n'est pas juste une réunion d'économistes, mais bien un sommet où les décisions stratégiques mondiales se négocient aussi en coulisses. Et cette année, ça ne rigolait pas, 22 pays en plus sur la liste des invités? Oui, 22. Et devinez qui faisait partie du lot Bingo l'Algérie. Notre chère Algérie était conviée à la grande messe. On comptait des délégations par centaines. Certains parlaient de plus de 1000 participants au total. Et bien sûr, Abd, oui, lui avait promis d'être de la partie. Il l'avait même claironné fièrement lors d'une interview donnée à la presse nationale le 23 septembre dernier. Dans son agenda de fin d'année, un saut diplomatique à Berlin et surtout la participation annoncée avec conviction au fameux sommet de Johannesburg. Et là, retournement de situation contre toute attente, Abdelmadjid Tebboune n'a finalement pas pris l'avion. Le suspense est retombé aussi sec. À sa place, c'est le Premier ministre, un certain Sfiye Zveril, qui a été envoyé en éclaireur diplomatique. C'est lui qui a débarqué jeudi à Johannesburg pour prendre part à ce sommet tant médiatisé du G20. Les choses sérieuses ont officiellement commencé aujourd'hui, 22 novembre, et se poursuivront jusqu'au 23. Mais entre nous, les vraies manœuvres ont débuté dès jeudi dans les coulisses, loin des caméras. Alors pourquoi le chef de l'État algérien a-t-il boudé cette rencontre? Bonne question, les rumeurs vont bon train. Certains affirment même qu'une entrevue Tebboune-Macron était en gestation. Mais au final, Tebboune a brillé par son absence, alors que le président français lui était bien là prêt à serrer des mains. Ce n'est pas un problème d'emploi du temps, non. Si Abdelmadjid Tebboune n'a pas mis les pieds à Johannesburg, ce n'est pas parce qu'il manquait de cases libres dans son agenda. La vérité, c'est ailleurs. Pour faire diversion, pour détourner l'attention de son absence remarquée au G20, une absence qui tranche avec ses propres promesses, il a improvisé un petit tour à Constantine. Objectif, se montrer serrer quelques mains, faire semblant d'être à fond dans l'action locale. Le message était clair, regardez-moi bien, je suis là, actif, ancré sur le terrain. Mais ne vous y trompez pas, ce déplacement n'avait qu'un but, faire oublier qu'il ne pouvait tout simplement pas voyager aussi loin.
La vérité qui dérange, c'est que son état de santé ne lui permet plus de s'aventurer sur des vols de longue durée, participer à des grands rendez-vous diplomatiques à l'autre bout du monde. Pour lui, c'est devenu mission impossible. Alors soyons clairs, un vol long courrier, ce n'est pas une petite balade dans les airs. C'est ce qu'on appelle un trajet qui dépasse les 6 heures de vol. Passé ce cap entre 6 et 8 heures ou plus, on entre dans la cour des grands. Pour rejoindre l'Afrique du Sud depuis Alger, il faut compter pas moins de 9h30 de vol direct. Et si on rajoute les escales bonjour, les 11 voire 15 heures de voyage, mais voilà le hic Abdelmadjid Tebboune, lui ne peut tout simplement pas encaisser ce genre de périple. Pourquoi? Parce qu'il traîne encore depuis 2020 les lourdes séquelles d'un épisode Covid d'une rare violence. Ce n'était pas une simple fièvre de passage, non. Il a frôlé la mort littéralement. Il a dû sa survie à la médecine allemande, l'une des plus avancées du monde. Grâce à eux, il est encore parmi nous. On parle ici d'un cas limite d'une forme sévère du virus, pas d'un rhume d'hiver. Quand on sort vivant d'un combat contre le Covid, surtout une version bien violente, on ne s'en tire pas indemne. Et plus on est âgé, plus l'addition est salée. Pour rappel, Tebboune vient tout juste de souffler ses 80 bougies. Autant dire qu'on est loin du profil jeune cadre dynamique de 30 ou 40 ans. Et encore même, certains trentenaires ou quadragénaires en pleine forme n'ont pas résisté aux formes les plus féroces du virus. Revenons en arrière quand la maladie l'a frappé, Tebboune avait déjà 75 ans. 5 ans plus tard, nous voilà en 2025. Et ce qu'on sait, c'est qu'il a passé plus de 6 mois en Allemagne pour se faire soigner. Il s'en est sorti certes, mais pas sans séquelles. Et c'est là que le bât blesse. Parce qu'on ne vous dit pas tout, ces séquelles-là rendent les voyages en avion très compliqués. Les longs vols sans escale, c'est un non catégorique pour lui. Alors oui, en 2023, il est bien allé en Chine. Mais attention, il n'a jamais pris un vol direct Alger-Pékin. À l'aller, il a fait une pause à Doha. Au retour, une halte à Istanbul. Or, Alger-Doha, c'est 6 heures. Et vers Istanbul, à peine 4h30. Autrement dit, 0 vol long courrier en réalité. Tout a été soigneusement découpé pour ne pas dépasser les limites de son endurance. Dès qu'on dépasse la barre des 6 heures de vol et encore plus quand on franchit les 8, on entre dans une zone à risque. Surtout si on a un certain âge et un passif médical bien chargé. Dans le cas d'une personne comme Tebboune qui traîne encore les stigmates d'un Covid violent, monté à bord pour un vol long courrier, sans pause ni escale, c'est quasiment jouer avec le feu. Pourquoi c'est aussi risqué? Parce que les effets secondaires du virus ne disparaissent pas comme par magie. On parle ici de respiration difficile, de risque de fibrose pulmonaire, voire d'embolie déjà présente et prête à se réveiller. Chez un patient fragilisé comme lui, ça peut se traduire par une fatigue extrême, une baisse critique de l'oxygénation des troubles cardiaques ou même une insuffisance respiratoire aiguë. Et ce n'est pas moi qui invente. Non, ce genre de profil médical suit un protocole strict orchestré par des médecins allemands. Ce sont eux qui veillent sur son état. Le moindre pépin, hop, direction l'Allemagne. Là-bas, il est soit hospitalisé, soit placé sous surveillance étroite. Bref, ces voyages internationaux ne se décident pas à la légère. Ils sont dictés par les recommandations de ces soignants outre-Rhin. Petit rappel qui pourrait vous être utile et que n'importe quel médecin vous confirmera sans hésiter. Pour une personne affaiblie par une maladie sérieuse comme le Covid, un vol long courrier peut vite se transformer en épreuve très risquée. Et pourquoi me demanderez-vous? Eh bien, commençons par un détail souvent ignoré dans une cabine d'avion. L'oxygène, ce n'est pas comme à la maison. Il y en a moins. Pas dramatique pour monsieur tout le monde, mais pour quelqu'un déjà essoufflé au sol, c'est une autre histoire. Voler 2 heures ou 10 heures, ce n'est pas la même limonade. Ce n'est pas juste une question de temps à tuer avec un film ennuyeux, c'est une affaire de santé. Moins d'oxygène dans la cabine corps, coincé sans bouger des heures durant, et pour ceux qui traînent des séquelles post-Covid, c'est tout, sauf anodin. L'immobilité prolongée, c'est une invitation ouverte aux problèmes de circulation. Bonjour la fameuse thrombose, sans parler de l'épuisement général qui s'installe comme un passager clandestin. Résumons, rester assis plus de 8 heures d'affilée dans un tube métallique en altitude, quand on a déjà échappé de justesse au pire à cause du Covid, c'est jouer avec sa santé.
Les médecins, eux, ne mâchent pas leurs mots, c'est un gros non. Pourquoi? Parce que les risques sont bien réels. La thrombose, c'est quoi? Des caillots de sang qui se forment et bloquent la circulation. Ajoutez à cela des difficultés respiratoires, une tension instable et des soucis cardiovasculaires qui guettent à la moindre alerte. En bref, ce n'est pas seulement déconseillé, c'est carrément dangereux. À 80 ans, bien sonné avec des souvenirs tenaces du Covid accrochés à ses poumons, comme des sangsues, notre cher Siboun traîne ses séquelles comme une ombre collée au talon. Impossible de s'en débarrasser, elles font désormais partie du décor. Et s'il s'avisait de monter dans un avion pour un vol long courrier sans pause, ni oxygène supplémentaire, ce serait comme envoyer une allumette dans une station-service, risque d'explosion interne. On parle de troubles respiratoires de caillots baladeurs dans les veines, voire d'une défaillance cardio-respiratoire en plein vol. Bref, un aller simple pour l'hôpital, ou pire. Alors non, Siboun n'a pas pu s'envoler vers l'Allemagne, et encore moins vers l'Afrique du Sud avec ses 9h30 de vol au compteur. Pourquoi? Parce que son état de santé a été évalué, analysé, scanné, et le verdict des médecins est tombé comme un couperet niet, trop risqué. Son corps ne suit plus ses poumons, tire la langue, et même en business class, le voyage aurait été un saut dans l'inconnu médical. Pas de passeport pour les longs trajets, son billet est resté au sol. Théoriquement, il y avait un plan B pour permettre à Thèbes d'atterrir en Afrique du Sud sans exploser ses limites physiques. Il aurait fallu décomposer le voyage. Genre faire une première pause technique après 4 ou 5 heures de vol quelque part sur le continent africain. Mais voilà, l'Afrique, ce n'est pas un open bar diplomatique. Il faut qu'un pays accepte de le recevoir officiellement. Et pas juste un arrêt sandwich à l'aéroport, on parle d'une visite d'état protocole drapeau, tout le tralala. Et ce scénario-là, eh bien, il n'a jamais décollé. Résultat des courses. Aucun pays n'a été trouvé, aucun programme officiel n'a été ficelé. Donc, pas d'escale, pas de détour. Et sans cette étape intermédiaire, pas moyen pour Abdi Debout de tenir la route. Son calendrier diplomatique n'a rien prévu dans cette zone et surtout son corps non plus. Franchir la barre des 8 heures de vol d'un trait, mission impossible. Voilà la vérité toute nue entre contraintes logistiques et limites physiques. Le voyage n'a jamais eu la moindre chance. Il arrive un moment où il faut regarder la caméra droit dans l'objectif et parler franchement. Les Algériens, oui, les citoyens, les électeurs, les gens méritent qu'on arrête de leur servir des demi-vérités. Il est grand temps de leur dire ce qu'ils savent déjà, mais que personne n'ose leur confirmer. Abdelmadjid Tebboune est un homme âgé, et pas juste fatigué, non. Il continue de porter les lourdes séquelles d'un Covid dont il a à peine réchappé, une forme sévère, brutale, qui a laissé des traces profondes. Il faut le dire, le répéter, l'assumer sa santé, n'est plus celle d'un chef d'État capable de parcourir le monde. Alors faut-il vraiment s'étonner qu'il ne soit pas allé à Johannesburg? Non. Compter sur lui pour se déplacer à l'autre bout du globe et représenter l'Algérie dans les grands sommets, ce n'est plus réaliste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce genre de déplacements internationaux n'est plus à sa portée. Voilà pourquoi TBO n'a pas pris l'avion. Pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il ne pouvait pas. Il faut le dire clairement, l'absence du chef de l'État à un sommet d'une telle ampleur, ce n'est pas juste une anecdote. C'est un manque à gagner diplomatique. Le G20 à Johannesburg, c'était bien plus qu'un simple rendez-vous. C'était une première sur le sol africain avec l'Union africaine mise en lumière. Et qui dit moment historique dit opportunité stratégique. L'Algérie, pilier reconnu de l'UA, aurait dû être portée au plus haut niveau. C'était l'instant idéal pour croiser les géants du monde, défendre ses positions, placer ses pions sur les dossiers chauds. Mais quand le fauteuil présidentiel reste vide, le poids diplomatique en prend un coup. Ce qui rend tout cela encore plus surréaliste, c'est que, au lieu de tirer les leçons, certains dans l'entourage de Tebboune nourrissent des rêves, disons franchement insensés, le pousser vers un 3e mandat. Oui, vous avez bien entendu. Alors que finir le second relève déjà de l'exploit quotidien, voilà qu'on murmure à son oreille l'idée d'une prolongation. Mais soyons sérieux, il est malade âgé, et la réalité biologique finit toujours par rattraper l'ambition politique. Arrivé à 85 ans, il faut l'admettre, Tebboune n'est pas juste un président, c'est un miraculé ambulant. Il faut comprendre que des milliers d'Algériens placés dans les mêmes conditions n'ont pas eu cette chance inouïe.
Tandis que beaucoup affrontaient la maladie sans moyens, sans structure digne de ce nom, lui a été transféré, entouré, soigné dans l'un des systèmes de santé les plus performants de la planète, l'Allemagne. Des soins de pointe de la haute technologie médicale. Une chance exceptionnelle que peu de citoyens ont connue. Et c'est ce qui l'a maintenu en vie. Mais soyons clairs, dans la grande loterie du Covid, les formes sévères n'ont laissé que très peu de survivants. Et chez les personnes âgées, les chiffres sont glaçants. Dans 95% des cas similaires aux siens, les patients algériens n'en sont tout simplement pas revenus. Ils sont morts. La vérité brutale mais indiscutable, la majorité de ceux qui avaient l'âge de Tebboune et qui ont été frappés par une forme aussi agressive du virus n'ont pas eu droit à un miracle. Eux, on ne les a pas évacués. On les a enterrés. On peut parler de miracle, oui, mais il faut aussi accepter qu'un miracle, ça ne dure pas éternellement. Tebboune, malgré sa survie exceptionnelle, n'a plus les moyens physiques de traverser le globe. Oubliez les sommets à New York, Pékin ou Tokyo. Ces destinations sont désormais hors de sa portée. Loin, trop loin pour un homme dont la santé reste suspendue à un équilibre fragile. Le passeport est peut-être encore valide, mais le corps lui a tiré un trait sur les vols intercontinentaux. Soyons honnêtes, pour que l'Algérie soit dirigée par quelqu'un en pleine forme, capable d'assurer pleinement ses fonctions, il faudrait un président plus jeune en meilleure santé, sans bagage médical qui pèse sur chaque déplacement. Un dirigeant apte à voyager, à dialoguer, à représenter son pays, sans que chaque vol devienne un défi médical. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Un besoin de lucidité, pas de cruauté, juste la vérité. Qu'on soit clair, ce que je dis ici, ce n'est ni pour attaquer, ni pour blesser, encore moins pour salir qui que ce soit. Ce n'est pas une charge, c'est un constat. Je n'ai aucun intérêt à déformer la réalité. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat aujourd'hui. Le président n'a plus vraiment la capacité de représenter activement l'Algérie dans les grandes réunions internationales, surtout quand elles ont lieu à l'autre bout du monde. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste factuel. Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, la question de la gouvernance se pose aussi. Quand à chaque sommet d'envergure, c'est le Premier ministre qui est envoyé à la place du président, ça en dit long. Cela montre une réalité gênante. L'Algérie n'est pas représentée au niveau qu'elle mérite. On envoie un remplaçant, certes, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même stature, pas la même force diplomatique. Et cela finit par se voir. Le problème, ce n'est pas juste qu'on a envoyé quelqu'un d'autre. Le vrai souci, c'est qu'on a envoyé un pilote sans licence longue distance. Ce n'est pas le président, ce n'est pas lui qui porte l'autorité suprême. Et en plus, soyons honnêtes, il n'a ni le recul ni l'expérience suffisante. Il n'est même pas dans le fauteuil de Premier ministre depuis assez longtemps pour maîtriser tous les rouages de l'appareil d'État. Résultat, face à des chefs de grande puissance, il est désarmé. Il ne peut pas défendre l'Algérie avec le poids, le réseau et la vision qu'exige ce genre de rendez-vous. On me dira, mais pourtant il y a eu des sommets où le président était là. Oui, c'est vrai. Par exemple, lors du G7 en Italie en juin 2024. Il y est allé. Pourquoi? Parce que Rome, c'est à 2 pas. Un petit vol tranquille, pas trop long, pas trop exigeant. Aucun risque médical majeur. C'était dans ses cordes. Sauf que, voilà, tout ne se passe pas en Méditerranée. Le monde ne se plie pas à la distance Alger-Rome. Il y a Tokyo, il y a Washington, il y a Johannesburg. Des vols longs, des heures d'avion et donc des limites que ni l'agenda ni le corps présidentiel ne peuvent contourner. Soyons réalistes, les grandes puissances ne se trouvent pas toutes à 2 heures de vol. Il y a des capitales diplomatiques qui se situent à l'autre bout de la planète. Washington, Pékin, Tokyo, Brasilia, Johannesburg. Des destinations essentielles, certes, mais bien trop éloignées pour un homme dont l'endurance est comptée. Et c'est là qu'il faut être honnête avec vous. Tebboune ne décline pas ses invitations par caprice ou stratégie politique. Il ne vient pas parce qu'il ne peut pas. C'est son corps qui dit non. Une réalité médicale, pas un débat partisan. Pas besoin de faire de bruit, pas besoin d'en rajouter. Ce que je vous dis, c'est simplement la vérité dénuée de toute volonté de nuire. Le constat est simple, il est limité, pas intellectuellement, pas diplomatiquement, physiquement. Et quand on est à la tête d'un pays comme l'Algérie, ces limites-là deviennent un frein, un vrai.
car représenter son pays, ça demande de la mobilité, de l'endurance, une capacité à être là où tout se joue, et lui, malheureusement, n'en a plus les moyens. C'est pour cette raison que le 17 novembre, le jour où il soufflait sa 80e bougie, j'ai adressé un message sincère, presque affectueux, à ceux qui veillent sur Tebboune. Pas une attaque, pas une provocation, un appel à la lucidité. À cet âge-là, il devient indispensable d'anticiper. Il faut penser à la transition, réfléchir calmement aux futurs successeurs, organiser une passation sans heurts pour éviter au pays un remake des turbulences de 2019. Parce qu'aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, le départ de Tebboune n'est plus une hypothèse théorique. Ce n'est plus un choix politique. C'est en train de devenir une nécessité nationale.